Bienvenue dans l'épisode 9 de La Pause Active. Aujourd'hui, j'accueille Sarah-Jeanne Bouchard, une étudiante en médecine dentaire à l'Université Laval. Aujourd'hui, on discute de la prévention en santé, des difficultés d'entrée dans un programme contingenté, de la création de contenu en ligne et de son parcours et du futur de sa pratique. Aujourd'hui, on s'adresse beaucoup plus à la santé qu'à l'entrepreneuriat. Vous m'excuserez d'avance parce que tout au long du début de l'épisode, j'appelle les dentistes des médecins dentaires dus au programme de médecine dentaire. Donc, vous m'excuserez, j'ai clairement eu une bulle au cerveau ce matin-là. Bref, bonne écoute. Épisode 9 déjà. Merci d'être là, Sarah. Ça me fait vraiment plaisir. Merci pour l'invitation. Ben là, ça me fait vraiment plaisir d'avoir... Puis c'est drôle, mais t'es la première future preneur ou personne qui est vraiment plus axée dans le domaine de la santé, puis on va pouvoir en parler dans l'épisode. Mais à date, j'ai accueilli différents entrepreneurs, puis je trouvais ça super intéressant d'avoir la perspective soit d'une personne qui ambitionne potentiellement dans l'entrepreneuriat ou qui s'apprête à entrer sur le marché du travail, dans le domaine de la santé, puis aussi parler d'autres aspects pour faire des parallèles en santé parce que tu es en médecine dentaire à ta dernière année, c'est bien ça? Oui. Ouais. Puis, donc, je suis super content à suivre tous les sujets dont on va aborder, mais ça va être un épisode, je pense, qui va être intéressant pour moi personnellement, puis les gens qui vont écouter parce que on va pas que parler des affaires, on va parler du domaine de la santé, comment on peut innover, comment c'est difficile d'accès aussi au niveau de l'entrée. Bref, je suis très excité d'être là. Si on commence un peu pour mettre les gens en contexte, moi je te connais, on est allés à la même école secondaire ensemble. T'es la troisième d'ailleurs qui est allée à Saint-Alex. Marc-Antoine, premier épisode. Charles-Antoine, le deuxième. Puis là, toi, donc Saint-Alex, c'est un grand rassembleur pour le podcast. Mais pour mettre les gens en contexte, si tu avais à décrire un peu ton parcours en quelques mots ou qu'est-ce que tu fais présentement, comment tu te décrirais? Je suis en médecine dentaire depuis 3 ans. Ouais. Donc là, c'est ma 4e année qui débute dans une semaine à peu près. C'est excitant. Oui, c'est la fin qui approche. Ça s'en vient, là. Oui. L'approche du milieu du travail, des choses comme ça. Donc, c'est excitant ou stressant, peut-être? Oui, c'est sûr qu'on est quand même... dans ce domaine-là, on est particulièrement pitché. Faut voler de nos propres ailes dès qu'on gradue, mettons. Je comprends. Donc, c'est un gros saut entre l'école puis le travail. Donc ça va être quand même un bon challenge. Un bon défi, Oui, qui s'en vient. Ouais. OK. Puis, est-ce que... Parce que je pose la question à tous les gens que je connais dans le domaine de la santé, parce que, veux pas, il y a tellement de carrières possibles, mais ça part souvent d'une mission interne ou derrière tout ça. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller en médecine dentaire? Puis est-ce que ça a toujours été ça ou c'était comme un plan B de retomber dans un autre programme ou autre? Oui. Je dirais que je suis une exception dans le programme comparé aux autres personnes. Okay. La plupart du monde, là, tu leur parles, puis c'est leur rêve depuis qu'ils ont 4 ans, puis c'est leur passion de vie. Leur père, leur grand-père, leurs parents sont tous dentistes. C'est plus ce genre-là. Je généralise, là. C'est sûr, c'est pas ça pour tout le monde. Moi, ça a été un petit peu plus... J'avais une certaine cotère, j'ai appliqué, puis je me suis retrouvée là-dedans. Je me suis dit, je rentre là-dedans. C'est pas mal une fois dans ta vie que tu rentres là-dedans, puis tu y vas. Ouais. Parce que c'est quand même un programme assez contingenté, donc quand tu rentres, tu y vas. Mais je pense une des raisons pour laquelle j'ai appliqué, là, c'est que j'ai côtoyé beaucoup ma dentiste dans les années du cégep. Donc moi, j'ai fait mon cégep là, en 2 ans. Puis pendant ces 2 années-là, je faisais des coquilles Invisalign. Puis j'avais une dent, là, ma canine, ici, elle était haute tout le temps de mon secondaire. Puis c'était tout le temps, tu sais, un petit complexe qui faisait que, genre, quand je souriais, là, ça me... Tu préférais être de l'angle gauche. Oui, vraiment. Puis genre, je mettais ma langue pour essayer de cacher comme si ça ferait qu'on remarquait moins. Puis c'est quand même... Ça a l'air de rien parce que pour le monde normal, c'est juste une dent qui était mal placée. C'est pas un big deal. Mais pour moi, juste le fait d'avoir ça, ça a totalement changé ma confiance en moi.
Puis là, je suis plus complexée quand je souris, tu sais. Puis c'est le genre d'affaire que ça a l'air de rien pour quand c'est pas toi, mais quand c'est toi, après, tu réalises, ben c'était un méga complexe que quelqu'un a réussi à m'aider à régler ce problème-là. Puis tu sais, c'est pas un problème en tant que tel, c'est juste moi, ça me complexait, mais c'est pas un problème d'avoir une dent croche ou n'importe quoi. Non. C'était moi, personnellement, ça me dérangeait. Puis de réaliser que quelqu'un a pu quand même autant faire une grosse différence sur ma perception de moi, je trouve que ça donne le goût de, tu sais, faire ce genre de métier-là. OK, donc c'est au cégep où tu as eu l'Invisalign que après tout ce parcours-là, tu as décidé que tu voulais avoir des bonnes notes, tu voulais avoir une bonne cutter pour rentrer dans peu importe le programme, mais là, tout s'est aligné vers la médecine dentaire. C'est ça. Après ça. C'est ça. Je suis rentrée puis je me suis dit, tu sais, tant qu'à y être, je sais que ça m'intéresse, je sais pas dans quoi je m'embarque, là, tu sais, je connais, j'ai personne dans mon entourage qui est en médecine dentaire, donc j'avais pas de point de repère, c'était vraiment, on y va, on essaye, puis on va voir qu'est-ce qui se passe. Cool, puis je trouve ça beau parce que, clairement, t'es pas la seule, là. J'avais une amie aussi que moi-même, je me suis posé plein de questions de mais pourquoi tu voudrais faire les démarches pour autant au niveau financier, autant c'est douloureux, là, les broches ou Invisalign. Puis c'est une rigueur pendant un certain nombre de mois, voire années. Fait que je me questionnais avec elle de dire mais pourquoi tu voudrais faire ça? C'est qu'une dent, on la voit pas, mais tu l'as fait pour toi, carrément, pour ta personne, ta confiance, puis t'as aucun regret, là. Non. Aucun, là. Vraiment, je le referais demain matin si c'était à le faire pour que ça ait autant un gros changement dans ma vie, tu sais. Ben oui. Vraiment, ça vaut la peine. OK. Puis, est-ce que derrière le fait d'entrer en médecine dentaire, il y avait ce désir-là de vouloir donner ce que tu as ressenti à d'autres? Oui, définitivement. Définitivement. En voyant que c'est possible, tu sais, pas d'une manière facile, dans le sens qu'il faut que tu te rendes là, tu sais, mais qu'eux autres, c'est ça, leur job, c'est d'aider les gens. C'est sûr qu'ils sont pas aimés de tout le monde, mais dans les cas qu'on aide les gens de même, je pense que les gens voient qu'on fait une grosse différence, puis c'est à ce moment-là que ça vaut plus la peine. Clairement. Ouais. OK, intéressant. Puis là, je veux pas paraître sans connaissance sur le sujet, mais c'est les personnes ou les docteurs en soi qui vont faire les références pour les broches, les Invisalign. Faut pas être orthodontiste. Tu peux faire des formations supplémentaires. Okay. Quand tu gradues, dans le fond, on gradue en tant que dentiste généraliste. Ouais. Donc, tu peux toucher à tout. On touche un peu d'orthodontie, on fait des cours d'orthodontie, on fait plein d'autres disciplines, mais tu n'es pas un spécialiste en tant que tel. Donc, tu peux t'avancer, tu peux faire comme de la formation continue, des cours de plus qui font que tu vas pouvoir faire ces cas-là. Par expérience, je pense que les gens qui font la spécialité d'orthodontie, qui est 2 ou 3 ans, je pense qu'eux autres, ils ont plus les compétences totales pour faire les cas de broche, d'Invisalign, des choses comme ça. Mais n'importe qui, dépendamment de la formation, il pourrait le faire. Donc, ça dépend un peu de tes intérêts. Si toi, t'aimes ça faire des affaires esthétiques comme ça, tu peux. Si toi, t'aimes ça faire être avec les enfants, tu peux aller en pédodontie aussi. Donc, ça dépend un peu de ce qui t'intéresse, là. OK, intéressant. Je fais un parallèle un peu avec la physio, que la pratique en santé, c'est souvent ça, là, c'est une formation continue pour le reste de ta carrière. Puis, il faut être à jour, mais aussi, il faut aller chercher certaines formations pour pratiquer. Par exemple, nous, c'est les aiguilles sèches pour pouvoir le faire. Les formations pour plus avancer, niveau vestibulaire, équilibre. C'est plusieurs physios qui vont un peu définir leur carrière. Puis, c'est possible en médecine dentaire d'avoir le parcours style médecine familiale, médecine dentaire généraliste, où tu vas pouvoir traiter la population générale, mais si tu veux aller chercher une clientèle de plus, par exemple, moi j'avais un dentiste qui faisait les chirurgies pour le palais, là. Okay. Tu peux. Tu n'es pas obligé d'être maxillofacial ou orthodontiste. OK. Intéressant. Puis, là, la question suit un peu la précédente. Si toi, tu avais un désir de vouloir redonner un peu ce que tu as vécu, est-ce que tu veux aller chercher ces formations-là? Est-ce que tu sais un peu c'est quoi tes ambitions dans la pratique? Sans trop te stresser parce que ça arrive vite. Oui, c'est ça. Je pense que c'est dur à déterminer en étant juste étudiante. À l'école, ce qu'on fait, dans le fond, c'est que la clinique, quand on voit les patients, c'est directement à la faculté. Donc, on a comme une clinique dans la faculté. Mais
je pense que ça n'a quand même rien à voir avec le genre de pratique qu'on va avoir en sortant. Là, on est habitué, on a comme des blocs de 3 heures par patient, puis on est supervisé à chaque étape. À chaque étape, il y a un clinicien, donc un dentiste qui vient regarder ce qu'on fait, puis on est tout le temps pris par la main. Puis j'ai l'impression que c'est dur de vraiment comprendre, connaître une discipline tant qu'on ne va pas l'avoir fait par nous-mêmes en sortant. Clairement. Donc, tu sais, pour l'instant, c'est sûr qu'il y a des affaires qui m'intéressent un peu plus, comme avec les enfants, c'est quelque chose qui m'intéresse, ou tout ce qui est un peu esthétique, j'aime ça aussi, un peu comme ce qu'on m'a fait. Mais je pense quand même que juste en sortant de même, je vais avoir besoin d'un petit peu plus d'expérience pour voir, tu sais. Comme par exemple, cet été, j'ai fait un stage, puis moi, au début, je pensais que la chirurgie, là, tout ce qui est chirurgie, mettons, juste enlever des dents, là, je pensais que je voulais rien savoir de ça. Ouais. J'aime plus l'aspect dentaire, mais j'aime moins l'aspect sang. Donc, je pensais que cet aspect-là, ça allait moins m'intéresser. Ouais. Finalement, au bout de quelques dents, que je comprenne le principe puis tout, je me suis dit, ben, finalement, c'est le fun. Tu sais, je pourrais en faire, pas au point de me spécialiser, mais tu sais, c'est pour ça que j'ai l'impression que tant que t'en fais pas par toi-même, des affaires de même, c'est dur de cibler. Ouais, puis tous vos apprentissages se font à la clinique dentaire de l'université. Oui. Donc, vous avez pas, à moins que toi, tu es allé chercher ce stage à l'externe, vous n'avez pas de stage dans d'autres cliniques. Non. OK. Non. Puis est-ce que tu penses que ça ternit un peu votre pratique? Parce Ben, que veux pas, t'apprends sur le terrain de différents praticiens, mais est-ce que là, c'est toujours le même bassin de dentistes qui vous supervise? C'est tout le temps, tu sais, on n'a pas tout le temps le même, ça varie d'une matière à l'autre, mais le principe revient tout le temps c'est tout le temps la même routine, puis on doit tout le temps se faire, tu sais, c'est normal qu'on se fasse surveiller au fur et à mesure, on est nouveau, on apprend dans ce domaine-là, tu sais. Mais le fait d'être tout le temps dans ce milieu-là pendant, comme, on a 2 ans de clinique, puis quand on gradue, c'est totalement différent, là, puis on est rendu tout seul, il n'y a plus personne qui check qu'est-ce qu'on fait tout le temps, puis là, il faut qu'on roule parce qu'on est rendu dans des vrais horaires de grands dentistes, là, tu sais, c'est plus des... on n'est plus des étudiants, là. Vous faites la prise en charge totale, donc je sais que en clinique, ben, il va y avoir l'hygiéniste dentaire, il va y avoir le dentiste, il va y avoir les spécialistes aussi qui vont peut-être juste faire... puis il va y avoir les références externes. Mais est-ce qu'à la clinique dentaire, ben, vous prenez un peu tous ces rôles-là ou vous êtes aussi avec des gens du cégep, etc. pour soit l'hygiène dentaire ou etc.? On est juste des étudiants, mais ça serait vraiment intéressant. Puis c'est quelque chose que je pense vraiment que la faculté, qu'on en bénéficierait d'avoir une genre de collaboration avec comme les assistantes dentaires. Il y a un cours d'assistant dentaire que tu peux faire... dans le fond, c'est ceux qui aident le dentiste. Donc, quand tu gradues, ben quand tu es un vrai dentiste, tu as tout le temps, normalement, tu as une assistante ou un assistant à côté de toi qui t'aide au fur et à mesure. Donc, qui aide juste à tenir, par exemple, la succion, donc le genre de petit aspirateur là, qui aspire la salive ou des affaires de même qui aident autour pendant que toi, tu fais le traitement. Puis, eux autres, ils font un cours pour apprendre ça, puis ils l'apprennent comme tout seuls sans avoir un dentiste avec eux. Ouais. Donc, c'est le genre d'affaires que, tu sais, pourquoi pas, nous autres, ça nous aiderait parce que nous, on apprend à faire tout seul. Puis quand on gradue, ben on a une personne de plus pour nous aider. Mais quand on apprend, il faut que tu le tiennes toi-même. Tu sais, tu tiens les instruments, puis tu as comme les 2 mains poignées. C'est quand même... Tu sais, c'est plus dur que ce qu'on fait quand on va graduer, tu sais. Dans le sens... T'es préparé au pire. C'est ça. Si jamais t'es dans le trouble, puis tu sais, c'est comme là, il y a une pénurie d'hygiénistes, d'assistants, des affaires de même de dentistes. Ça arrive là, que il y a juste ton assistante a dit ben moi je viens plus, ça a fini comme je l'ai vu à Cantley justement. Donc tu sais, faut que tu sois préparé à ces éventuelles possibilités là. Je vois. Oui. Puis pour moi, puis pour les gens qui écoutent, il y a une différence entre l'assistante dentaire puis l'hygiéniste dentaire. Ouais, c'est ça. Puis l'hygiéniste puis l'assistante, est-ce que c'est 2 formations collégiales ou il y en a une qui c'est une formation, un certificat universitaire? Assistante, si je me trompe pas, je pense que c'est un diplôme professionnel. Je sais que c'est pas une formation au cégep. Ouais. Puis hygiéniste, c'est une technique au cégep. Donc hygiéniste, c'est vraiment en théorie, c'est elle qui va faire elle ou il qui va faire les nettoyages, qui fait un peu plus l'aspect prévention. Dans un monde idéal, le dentiste aurait le temps de tout faire ça, mais il a délégué des tâches, ça fait longtemps, mais on a délégué des tâches pour être capable de faire tout ce qui est possible. Ouais. Donc, l'hygiéniste a comme cet aspect-là de plus hygiène, de prévention, des actes qu'elle peut faire sans supervision du dentiste. Ouais. Mais c'est quand même, c'est ça, c'est une formation différente, mais c'est
c'est super utile qu'elle l'aille parce que sinon, en tant que dentiste, on n'aurait pas le temps de tout faire puis de faire les nettoyages en plus de faire tout le reste qu'on a à faire, là. Ouais, clairement. Puis l'assistante, ça va être vraiment plus dans des procédures de longue durée, là. Oui, exactement, Ok. c'est ça. OK, intéressant. Puis, tu trouverais ça intéressant d'avoir justement des assistantes à la clinique universitaire. Est-ce que ils sont supervisés par des dentistes Oui. dans leur formation? Dans leur formation, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je Ça- pense qu'ils sont supervisés par des assistantes, mais Ouais, je c'est ça. suis pas au courant. C'est des milieux qui se parlent pas. Ben, c'est comme nous, en physiothérapie, il y a les technologues en physiothérapie, les Ok. TEPHYS. Puis, c'est une formation collégiale, c'est une technique aussi, mais il y a vraiment peu de collaboration avant le milieu de travail où là, il y a tellement d'avantages à avoir Ben une oui. technologue en physiothérapie ou un technologue en physiothérapie pour de simples références, l'efficience aussi. Tu l'as dit un peu que l'hygiéniste ou l'assistante vont aider à l'efficience de la pratique, puis permettre, surtout dans l'hygiène dentaire, de se concentrer sur l'aspect préventif, etc., pour que le dentiste qui est outillé pour faire le diagnostic, la procédure, Ouais. son temps soit précisément sur ça, puis que dans le cycle où le patient est mis de l'avant, c'est lui qui est pris en charge Ouais. de la manière la plus efficace possible. Il n'y a pas assez d'efficience au niveau en physio non plus, là, où je pense pas on prend assez avantage de la collaboration de tous les rôles. Mais il y a beaucoup de parallèles entre la médecine dentaire puis pour moi la physio parce que justement, il y a tellement de choses qui se font en médecine dentaire que je pense que c'est une pratique qui est très, pas avant-gardiste, mais ça a toujours un peu été comme ça. Justement, l'aspect préventif, l'aspect de collaboration dans la clinique où le patient fait plein d'arrêts, puis Ouais. il sort euh, gagnant là, parce qu'il y a eu l'expertise de chacun des professionnels. Oui. Puis au final, les professionnels sont gagnants parce que leur temps est mieux alloué. Puis le patient, il y a avantage de tous les professionnels. Puis en physiothérapie, c'est quelque chose qui devrait se faire. Mais je veux pas toucher à ça pour le moment. Je suis curieux de savoir un peu à la clinique, là, ce que tu as vécu, pas en stage, mais couramment tout au long de l'année. C'est quoi une prise en charge typique? Un patient se présente, par exemple moi, j'ai pas de condition, je veux être pris en charge long terme par un dentiste. Advenant le cas où c'est une prise en charge long terme là, à la clinique dentaire, Mhm. c'est quoi la première étape? Ça commence comment? Puis après, le patient est guidé jusqu'où pour Ouais. le suivi, là, Mhm. éventuellement? Ouais. En premier, ça dépend des disponibilités. Donc, c'est sûr qu'on est une faculté, puis il faut prendre en compte que c'est des prix réduits parce qu'on est des étudiants, puis on a tout le temps des blocs de 3 heures, la plupart du temps, là. Donc, il faut quand même que le patient soit disponible pendant 3 heures à des moments de la semaine. Tu sais, quand même, 3 heures sur quelqu'un qui travaille ou, tu sais, des affaires de même, il faut que tu sois prêt à prendre cet investissement de temps-là. Ouais. Donc, le prix est réduit. Par contre, à cause que le prix est réduit, il y a ça intéresse peut-être plus de monde. Ouais. Donc, c'est pas tout le monde qui réussit à rentrer. Ça dépend de la discipline, ça dépend de plusieurs facteurs. Mais si, par exemple, tu t'inscris sur la liste puis ils disent « on te prend », tu commences par une discipline qui s'appelle diagnostic. Donc, ça va être 2 étudiants qui vont te prendre en charge, qui vont faire un examen global. Okay. Donc, ils font un examen vraiment de chaque dent individuellement, ils prennent toutes les radios, puis à partir de ça, ils te font un plan de traitement. Donc, ils disent, idéalement, on te suggère ça, par exemple, tu as des caries ou tu as une dent qui est à l'état de racine. Donc, il y a une dent, là, que, par exemple, tu as une grosse carie puis qu'elle a perdu de la structure. Donc, c'est comme s'il reste juste la racine à l'intérieur. Mm-hmm. Un exemple, tu sais. Ouais. Puis que cette dent-là, ça sert à rien de la garder, elle va juste probablement te causer des infections. Donc, on te suggère de l'enlever. Donc, on te fait un plan de traitement avec ce qu'on pense qui est important. Ouais. Puis rendu là, on dit au patient, le plan de traitement, vous le signez, mais ça vous engage à rien. On fait juste vous montrer qu'à ce jour, on fait l'examen, c'est ça qu'on vous suggère de faire, mais c'est rendu entre vos mains ce que vous décidez de faire, tu sais. Ben oui. À partir de là, on réfère le patient dans les disciplines, donc dans l'ordre qu'on l'a placé. Puis ça fonctionne en fonction de
Donc, c'est les étudiants soit 3e ou 4e année Ouais. qui vont prendre en charge le patient. Puis, on a comme des blocs. Donc, par exemple, lundi matin, c'est, par exemple, je veux dire, paro. Donc, paro, ça va être tout ce qui est les gencives, les nettoyages, les détartrages, des choses comme ça. Donc, on peut dire au patient, ben on vous envoie dans cette discipline-là. Puis, à partir de ça, l'étudiant, vous allez être attribué dans le dossier de l'étudiant. Puis l'étudiant va vous contacter. Puis là, le patient il est pris en charge dans différentes disciplines. C'est sûr que des fois, il y a des délais, des affaires de même parce qu'il y a quand même beaucoup de gestion à faire. Mais idéalement, là, si tout se passe bien, ça a l'air à peu près de ça. Wow! OK, c'est tellement intéressant. Puis, au début, là, t'as dit que c'était 2 étudiants. C'est des étudiants plus tôt dans leur parcours, souvent, qui vont faire l'examen global ou c'est encore une fois plus des 3e, 4e? C'est ça, c'est un 3e, 4e, mais c'est une super collaboration parce que le 4e, il a déjà l'expérience d'1 an. Lui, il finit sa 3e. 3, 4, OK. C'est ça. Puis le 3e, ben, il commence la clinique. Donc, tu sais, oui, il y a toutes les connaissances, ben, il y a une grosse partie des connaissances théoriques, mais de là à faire des diagnostics, à savoir exactement comment regarder les dents, c'est pas pareil, la théorie puis la pratique, tu sais. Non, c'est ça. Donc, ça, c'est quand même une étape vraiment importante, selon moi, là, qui permet d'apprendre, parce que c'est rare qu'on fait du one-on-one, que tu as vraiment quelqu'un pour te montrer « Hey, regarde ça, là, tu sais, ça, c'est quelque chose que, par exemple, c'est une lésion que c'est rare qu'on voit ça, donc ça, il faut que tu regardes, tu sais, parce que c'est spécial, des affaires de même. » Ouais. Donc, ça, c'est quand même vraiment utile. Puis cette diade-là, tu l'as pendant 1 an. Ouais. Toi, cette année, tu vas accompagner ou être accompagné par un ou une 3e année. Ouais, c'est ça, exactement. OK. Ouais. Vraiment. Puis l'année 1-2, c'est un peu les années où je les appelle tête basse, là, où t'es dans tes livres, t'apprends, tu fais de la pratique sur soit des fausses représentations des dentiers, etc. Ouais. Mais il n'y a pas de patient réel. Non, à part... En gros, c'est vraiment théorie puis préclinique, ce qu'on appelle. Donc, c'est tout ce que tu es capable de faire sans être sur un vrai patient, mais on essaie de représenter comme si c'était un patient. Donc, on a des genres de dentoformes qu'on appelle. C'est vraiment comme un mannequin qui a des dents, puis qu'on essaie de faire ce qu'on est capable, tu sais, que ça soit réaliste, mais c'est sûr que c'est pas la même affaire quand tu passes d'un dentoforme à un patient. Tu réalises que, tu sais, les fausses dents, ils n'ont pas la même texture, ou tu sais, c'est jamais... Même, on n'était pas... Quand t'enlèves une carie pour la première fois, tu sais pas c'est quoi le feeling tant que tu le fais pas sur une vraie dent. Tu sais, c'est le genre d'affaire que, en tout cas, que c'est dur à représenter, tu sais. Sinon, c'est ça, c'est vraiment le préclinique. Puis à partir de l'hiver de la 2e année, on fait des détartrages. Donc, c'est l'affaire la plus simple, je dirais. On fait ça 1 fois par semaine à des patients qui viennent. Puis ça, c'est comme ce qui commence la clinique. Puis à partir de la 3e année, là, ça commence à rouler dans toutes les disciplines. Mais sinon, l'hiver de 2e année, c'est comme une petite introduction à la pratique. Je comprends. Puis avant ça, est-ce que vous faites des pratiques sur vos pairs? Comme, je veux dire, vos collègues, par exemple, sur toi-même, etc.? Ce qui est possible de faire, mais tu sais, on va pas venir driller une dent, mettons, tu sais. Non, OK. Mais pour faire, par exemple, des examens ou des choses comme ça, on le fait souvent entre nous. Mm-hmm. Mais ce qui est possible, tu sais, on va pas s'arracher des dents. Non, c'est ça. Simuler à quelqu'un qui en a pas. Oui, exactement. OK, je comprends. Ouais. OK, vraiment intéressant. Puis là, tu as dit quelque chose qui m'a allumé. Vous faites des radios dans la prise en charge, dans l'examen global. Il y a beaucoup d'équipements. Là, puis tu m'en as un peu aussi glissé un mot. Puis je suis quand même conscient qu'il y a un gros investissement initial là, dans la pratique en médecine dentaire. Est-ce que, pour toi, c'était un peu une barrière d'entrée? Est-ce que pour certains, c'est ce qui les empêche de rentrer au-delà des notes, au-delà de la volonté? C'est une carrière qui est un peu difficile parce que va falloir que tu mettes un gros montant là, dès le début. Oui, c'est ça. Je pense que c'est mal connu, l'argent qu'il y a à investir. Je pense que ça doit être le programme qui est le plus coûteux, là, dispendieux. Par contre, ce qu'on ne sait pas, on le sait juste à peu près quand c'est le temps de rentrer, c'est qu'on a accès à une marge de crédit. Si on fait des démarches avec différentes banques, là, on peut avoir accès à une marge de crédit parce que sinon, c'est vraiment des gros montants là, qui s'accumulent. Puis ça permet que ça soit accessible à des gens que si c'est pas que tes parents te donnent de l'argent, puis même là, c'est quand même des grosses dépenses. C'est pas tout le monde qui a ça dans leur compte de banque. Mm-hmm. Puis ça permet que pendant ce temps-là, si je me trompe pas, on n'a pas d'intérêt sur l'argent qu'on dépense. C'est ça. Donc, une fois que tu commences ta pratique, là,
tu as de l'intérêt puis tu as à leur payer, mais ça donne quand même un coussin que tu peux survivre à ces années-là parce que sinon, le nombre de personnes serait vraiment limité parce que c'est vraiment cher. Là, on réussirait pas avec tous ceux qui doivent déménager aussi, le logement, la nourriture. Si tu n'habites pas chez tes parents, ça monte vite, là, tu sais. Non, c'est ça, là, pour quelqu'un qui, justement, les deux, on est de la région d'Outaouais, on a étudié à l'Université Laval. Il y avait le déménagement aussi qui était compris dans ça. Ouais. Puis, au niveau, pour nous donner une idée, là, au niveau du matériel qu'il y a à investir, c'est quoi, des dizaines de mille? Dans... Ouais. Ah ouais? Ouais. Parce que vous procurez votre propre chaise? C'est pas notre propre chaise, c'est nos propres instruments. Dans le fond... Les instruments montent aussi haut? Oui. Ah ouais? Au moins, on les garde après. Donc, tu sais, on paye, on garde ce qu'on a. J'espère. Puis, tu sais, on peut, à la limite, si t'en as pas besoin à ta prochaine clinique, tu pourrais peut-être le revendre à une autre clinique. Tu ferais pas autant... tu perdrais un peu d'argent, j'imagine, à le revendre parce que je pense pas qu'ils vont l'acheter au même prix. Ouais. Mais c'est ça, c'est un bon montant à considérer. Puis c'est vraiment juste instrument parce que la chaise, dans le fond, nous, on travaille dans ce qu'on appelle des cubicules. Donc, c'est comme des mini salles de dentistes qui sont une à côté de l'autre. Donc, on en a 50 à peu près. Donc, tous les étudiants, on est comme dans la même salle. On a des petits... On est séparés un petit peu, mais comme ça, c'est facile pour le dentiste de se promener d'un étudiant à l'autre, d'un patient à l'autre pour comme rouler. Mais ça, en tant que tel, c'est pas à nous. Tu sais, c'est vraiment ce qu'il y a dans les tiroirs qui est à nous puis qui monte vite, là. Je vois. Puis ça, veux pas, il y a une durée de vie, là, ces instruments-là. Donc, il faut que tu les... Il va falloir que tu les remplaces. Bon, c'est vraiment fou. Puis, vous êtes supervisé de l'externe par le dentiste qui va passer. Il n'y a pas de... Des fois, il y a des faux miroirs, etc. Puis, lui, il va vraiment rentrer, il va être avec vous dans la salle avec. Puis, est-ce que vous entendez les bruits de toutes les autres salles ou c'est fermé? C'est un genre de plexiglas qu'il y a sur le côté, mais en avant, il n'y a rien. Avant, quand il y avait la COVID, il y avait des genres de... je sais pas comment expliquer ça. C'était comme transparent, puis tu pouvais l'ouvrir. C'était comme pour fermer des genres... Pas des rideaux, mais c'était un peu ça pour rendre ça un peu plus sécuritaire. Puis là, maintenant, vu que les normes ont un peu diminué, il n'y a plus ça. Mais on est quand même ouvert. Donc, tu peux regarder un peu qu'est-ce qui se passe partout, là. Ouais. Je vois. Ouais. Bon, c'est un milieu quand même bruyant. Oui, définitivement. Ouais. Puis là, justement, parce qu'il y a tellement de coûts associés à la pratique, je présume que ça explique les tarifs là, d'hygiène, de juste frais de dentiste, de la chirurgie, etc. Est-ce que c'est comme la médecine, là, où c'est plus... c'est pas des honoraires à tarif horaire, mais c'est plus, vous êtes payé à l'acte en soi? C'est ça. Normalement, on est payé à l'acte. Ben, je veux dire, quand on gradue, là, pas... C'est ça. On est payé à l'acte. Ça, c'est ce qui est assez commun. Ça arrive des fois qu'on est salarié, mais c'est des situations exceptionnelles. En règle générale, on est vraiment payé à l'acte. Puis on est payé à pourcentage. Donc, il y a un pourcentage de chaque acte qui nous revient à nous. Donc, par exemple, je dis, mettons, 30%. Puis le reste, le 70%, il va être divisé dans différentes affaires. Donc, il y a, par exemple, qui va s'en aller directement à la clinique pour payer les frais de laboratoire, les instruments, la stérilisation, les employés, toutes des affaires de même. Puis une autre partie qui irait peut-être au propriétaire de la clinique. Donc, vu que nous, on est vraiment juste un employé, on ne fait pas partie de ce tout-là. Okay. Donc, ouais. Puis, si, justement, le 30%, c'est quand même minime, là, mais je présume qu'il y a énormément de coûts. Là. Juste la stérilisation, je connais une entrepreneur qui, en ce moment, développe une entreprise d'optimisation des processus de stérilisation, puis le potentiel est là juste avoir discuté avec elle. Puis, je réalisais pas à quel point... c'est coûteux pour une clinique là, de devoir stériliser chaque outil à chaque moment. C'est ça. Mais pour moi, 30%, c'est quand même peu. Est-ce que ça revient à tous les coûts de clinique? Par exemple, un jeune ou une jeune future médecin dentaire qui aimerait lancer sa propre clinique ou sa propre pratique, est-ce que c'est accessible ou c'est excessivement contingenté ou compétitif comme milieu? Je dirais pas compétitif, mais je dirais l'enjeu, ça serait plus l'argent. C'est un gros montant. C'est un gros montant à investir, puis
d'après ce que j'ai compris, c'est le genre de clinique que vraiment le gros argent que tu vas faire, c'est le moment que tu le vends. Donc, c'est pas au fur et à mesure de tes années. Ouais. C'est plus un investissement à long terme. Donc, faut que les gens... Je pense qu'il y a des gens qui reconsidèrent cet aspect-là parce qu'ils se disent « Ah, être propriétaire, tu sais, t'es riche nécessairement pendant que tu le fais. » Ouais. Puis il y a des situations, tu sais, que justement, avec tous les coûts qui engendrent, ça dépend comment tu gères ça, mais que finalement, à la fin, c'est peut-être vraiment juste le moment que tu le vends que là, tu fais un gros montant. Mais Ouais, c'est comme une maison qui se paye au fil des années, Exactement. mais après, C'est tu ça. réalises un gros T'as un montant gros- immobilier c'est ça. qui est dans l'entreprise. Là. Exactement. OK. Puis toi, c'est pas forcément quelque chose qui t'intéresse parce que c'est difficile d'entrer en raison de ces frais-là, puis le modèle où t'es plus, pas travailleur autonome, là, mais Ouais. t'es payé à l'acte, ça te permet de vivre au jour le jour versus planifier long Ouais. terme. C'est sûr que c'est un aspect qui me fait plus peur, de l'argent aussi. Mais je dirais que, tu sais, pour l'instant, dans ce que je vise présentement dans ma vie, j'aimerais vraiment avoir, par exemple, un 9 à 5, puis quand je reviens à la maison le soir, j'ai pas à stresser pour Je des comprends. affaires supplémentaires, tu sais. Puis je sais que ça varie vraiment de personne en personne. Ben oui. Puis peut-être que dans 5 ans, je vais pas penser la même chose, tu sais, ça dépend. Mais pour l'instant, en ayant, tu sais, beaucoup étudié dans les dernières années, puis ramener tout le temps de quoi le soir, tu sais, tout le temps avoir de quoi à faire le soir, la Ouais. fin de semaine, blabla, j'ai hâte de, tu sais, revenir à la maison puis être comme... Tu sais, c'est ma pause, là, tu sais. Ouais, puis je te le souhaite, là, parce que c'est difficile de connecter puis de dire Oui. après ce Oui, moment-là, ça suffit. Puis je pense que c'est sain là, de savoir justement qu'est-ce qui fit pour toi puis qu'est-ce qui t'attire dans la pratique, là, parce que justement, il y a des personnes qui vont être surstimulées à justement gérer d'autres aspects, passer le 5 heures, mais si toi, tu sais que ce que ça va t'amener, ben c'est rien comparé à tout ce que tu pourrais faire en dehors. Oui, oui, Ben c'est bon de le savoir en début de pratique oui. plutôt que de trop en faire dès le début. Là. Qui est intéressant. Puis sinon, est-ce qu'il y a d'autres avenues possibles dans le domaine là, de la médecine dentaire au niveau entrepreneurial? Parce que typiquement, là, en physio, c'est ça. Là, on voit, ben, je vais être actionnaire d'une clinique éventuellement. Je vais avoir une clinique. C'est ce modèle-là qui fonctionne puis qui est rodé depuis plusieurs années. Mais moi, je vais dériver de ça pour être dans la minime portion de la physiothérapie qui veut soit innover ou changer ou entreprendre dans un autre modèle. Est-ce que c'est possible ou est-ce que tu le vois? Justement, j'en ai parlé avec l'optimisation des processus de stérilisation, mais est-ce qu'il y a d'autres possibilités que le 9 à 5 puis gérer une clinique? Là? Honnêtement, c'est pas le genre d'affaires qu'on apprend à l'école, tu sais. Donc, Oui. c'est dur de... Il y a personne qui vient nous parler de ça. Donc, c'est le genre d'affaires qu'il faut que tu apprennes par toi-même, que tu fasses des recherches ou que avec les contacts puis tout. Niveau entrepreneurial, je saurais pas. Je sais qu'il y a d'autres avenues, comme par exemple, tu pourrais enseigner comme dans des cégeps ou des affaires de même dans la technique d'hygiène. Il peut y avoir... je pense qu'il y a des options au gouvernement, mais encore là, tu sais, je pense que le classique... C'est sous-représenté. C'est ça. Le classique, c'est que tu gradues, t'es dentiste, puis ça c'est ça. Ouais, puis c'est déjà assez, là. Tu passes, 4 ans non-stop en clinique, puis derrière les livres pour ça, pour pouvoir pratiquer, là. Ouais. Donc, c'est assez logique que c'est la majorité de la pratique qui est clinicienne. Puis, tu l'as dit à 2 reprises déjà, tu sens pas que la formation universitaire t'outille pour la suite, Ouais. ou soit l'entrée sur le marché, soit les possibilités de carrière, soit la réalité de la clinique. Et qu'est-ce que tu aurais aimé apprendre ou ajouter à la formation pour t'outiller à, pas cette année, mais l'été prochain ou le début de ta pratique? Pour l'aspect du futur, dans le sens d'options d'emploi ou des affaires de même, je pense qu'il faudrait avoir un cours qui nous explique juste le monde en sortant de l'université, tu sais. Ouais. Juste très général, puis pas nécessairement qu'il soit évalué, tu sais, mais un cours obligatoire qu'on fasse juste, on doit écouter puis qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe quand on sort d'ici, parce que l'école, puis je comprends, tu sais, on a tellement d'affaires à voir de matière
que c'est sûr qu'ils vont viser plus de théorique parce que c'est ça, à la fin, c'est ça qui est important pour être un dentiste, tu sais. Mais ça, je pense vraiment que tout le monde en bénéficierait. Puis l'aspect que j'ai l'impression qu'on sort puis qu'on est peut-être pas assez outillé, honnêtement, je pense que ça serait bénéfique de faire des stages à l'extérieur. Tellement. Comme ce que j'ai fait. Je trouve que, honnêtement, je suis pas la même personne depuis que je suis revenue. Puis juste autant au niveau personnel qu'au niveau dentaire, j'ai tellement pratiqué là-bas, j'ai tellement fait des affaires que j'aurais pas nécessairement été rendue là, ici. Ouais. Que je trouve que c'est des expériences qui font que tu grandis vraiment rapidement puis qui font que tu prends de l'expérience puis t'es plus prête. Comme là, je me sens bien plus prête à recommencer l'école puis à revoir des patients, tu sais, qu'avant ça, là. Ouais, parce que ce stage-là, t'es allé le chercher. C'était pas dans le parcours typique. Ouais. Dans le fond, t'as l'option. Il y a quand même beaucoup d'étudiants qui peuvent le faire. Il y a différents pays qui sont disponibles. Moi, je suis allée dans le plus... pas le plus safe, mais ce qui me sortait ça me sort de ma zone de confort sans être trop me sortir de ma zone de confort. Comme il y a des gens qui sont allés Vietnam, Cambodge, Sénégal. Qui est allé là, ouais. C'est ça. Donc, c'est quand même... C'est des grosses affaires. Puis pour moi, je pense que ça a été un stress de trop d'être autant dépaysé. Mais juste en France, juste par rapport au fonctionnement, au fait qu'ils ont peut-être un peu moins d'encadrement dans la manière qu'ils pratiquent à l'université. Il y a plus de liberté. Il y a plus de liberté. Donc, ça fait qu'on a plus à chercher notre autonomie. Ouais. Puis on arrive là, puis c'est go. Maintenant, t'es comme tout seul. Tu fais tes actes tout seul, tu fais tes urgences tout seul. On n'avait jamais fait d'urgence, nous, là, tu sais. Puis là, c'est OK, ben maintenant, vous faites des urgences. Puis j'ai appris à faire des urgences, tu sais. Maintenant, je suis capable d'en faire. Donc, c'est le genre d'affaires que c'est en sortant de ton milieu que de l'université que c'est pas qu'on va pas en voir des urgences, c'est juste la manière que c'est présenté puis de sortir du milieu que t'apprends vraiment d'une manière différente, tu sais. Ben non, la première chose qui m'est venue en tête quand tu as parlé du parcours, que c'était que dans la clinique universitaire. Moi, j'ai fait un stage à la CUP, qu'on appelle la clinique universitaire en physiothérapie. J'ai nettement appris là, puis c'était justement des praticiens qui veulent redonner en enseignement. Ouais. Donc, clairement, c'est les dentistes qui sont à la clinique dentaire universitaire, c'est le même principe, mais j'ai nettement aussi beaucoup appris dans mes stages en clinique privée, dans le milieu hospitalier, en CLSC. Puis je trouvais ça alarmant que tu me dises c'est que de la pratique en milieu fermé parce que c'est ça, il va y avoir un clash, veux pas, avec la réalité clinique. Oui. Mais OK, donc tu as très bien fait de faire ce stage, là, clairement. Oui. Puis il y a un autre aspect, pour moi, c'était ça, puis clairement, c'est un peu le même aspect dans votre pratique, là, dans tous les domaines professionnels en santé. Il y a l'aspect que nous, on veut aider le patient. On veut aider la personne, on veut aider l'humain derrière, mais il y a la transaction pour le faire. Il y a l'aspect financier. Oui. Veux pas, faut vivre de ça, donc il faut charger, mais moi, j'ai toujours un inconfort. Je souhaiterais bien là, traiter tout le monde sans frais, puis pouvoir quand même vivre de ça à l'extérieur. La beauté de la chose, c'est que toutes les assurances permettent de au moins alléger cette charge-là mentale. Mais est-ce que c'est quelque chose que vous voyez? Parce que c'est tellement, pour moi, important en médecine dentaire de dire, il va y avoir l'assurance du patient. La RAMQ couvre très peu là, de la médecine dentaire. Quoique, il y a une nouvelle politique, je pense, qui est sortie récemment pour ça. Là, mais est-ce que c'est quelque chose que vous couvrez dans vos cours ou pas du tout? Non. Très peu. Oui, mais qui n'est pas assez pris au sérieux, je dirais, autant par les enseignantes que les élèves. Puis c'est surtout parce que, je sors un peu du schéma, mais on a tellement de cours que les cours qu'on est capable de mettre moins d'attention, même si c'est sûr qu'on devrait vraiment privilégier, on finit par les laisser de côté parce qu'on a des examens puis ça roule, puis tu sais, mais ça veut pas... C'est pas comment gérer la 32, c'est comment gérer l'autre aspect, que c'est comme, c'est plus facile d'avoir une bonne note ou juste passer. Là. Mais c'est tellement important, puis ça devrait pas être de même, c'est juste que ça finit qu'on n'a pas le choix de laisser des affaires de côté, puis des fois, c'est des affaires de même qu'on se dit, ça, je gérerai ça quand je vais graduer, mais ça s'en vient, tu sais, quand même des affaires qu'il faut penser, là. C'est terrible. Nous, c'est un cours de communication, justement, que tout le monde fait
un peu du derrière de la main, Ouais. puis il laisse, mais c'est tellement important Oui, dans notre pratique, mais le vraiment. cours est peut-être mal monté, mal mis de l'avant, que finalement, c'est un peu délaissé, mais effectivement. Donc, vous le voyez, parce qu'il y a beaucoup d'aspects transactionnels de dire, tu dépistes. Tu m'as dit, le troisième puis le quatrième année, il va faire le plan complet. Ouais. C'est de la vente, ça. Parce que Oui. si tu démontres l'importance de sa racine qui est clairement plus là, des caries qui s'en viennent parce qu'il passe pas la soie dentaire régulièrement, peu importe. Puis là, tu dois lui dire ce qui est bien, mais au final, il sait très bien qu'il y a une facture de 852 Ouais. et 70 qui l'attend. Oui, Donc c'est ça, tu dois gérer avec ça. Là. Ouais. C'est peu abordé, c'est ça? Oui, mais c'est ça. Puis c'est souvent le genre de situation aussi où est-ce que on essaie tout le temps de donner l'option optimale. Donc, ce qu'on ferait dans un monde où est-ce que le patient, il a tout l'argent à donner, tout le temps à dépenser, puis on veut tout le temps donner la meilleure option, on veut tout le temps, pour que la dent reste, pour que le patient soit bien, on veut tout le temps donner le maximum de ce qu'on peut. Des fois, il y a tout le temps, il y a des enjeux financiers, de temps, de n'importe quoi, que le patient n'est pas à l'aise avec le traitement. Donc, des fois, il faut dire, tu sais, un compromis, OK, ben d'abord, tu veux pas, par exemple, une dent qu'on voit qu'il y a clairement de la nécrose, ben on dit, ben moi, je te ferai un traitement de canal, par exemple, pour pouvoir conserver la dent, pour que la dent soit encore là, puis pour que tu puisses mâcher sur la dent. Puis le patient, il pourrait dire, moi, le traitement de canal, je crois pas à ça, je veux pas ça, je veux que vous me l'enleviez. OK, on peut te l'enlever, c'est juste que nous, personnellement, on ferait pas ça. On trouve que c'est pas l'option optimale, mais on peut quand même te l'enlever. On trouve quand même que c'est ça la deuxième meilleure option à faire. Mais ça aussi, ça peut être autant que le patient n'est pas à l'aise au niveau santé. Des fois, il y a des personnes qui seront moins à l'aise, peu importe. Ou que ça peut être juste au niveau argent, ben que ça revient moins cher te faire enlever la dent que faire un traitement de canal, tu sais. Non, clairement. Puis quand vous enlevez la dent, question vraiment parallèle, mais est-ce que vous remettez une dent quelconque pour laisser place à quelque chose? Parce que sinon, ça va affecter la mâchoire. Oui. Moi, je le vois là, en physiothérapie mandibulaire, que ça affecte après, au niveau cervical, mâchoire, craquement, peu importe. Vous la remplacez ou non? Idéalement. OK. Idéalement, on met un implant. OK. Si la structure osseuse le permet, si l'hygiène du patient le permet, parce qu'on a bien beau dire on te met un implant, si le patient n'est pas capable de s'en occuper, ça sert à rien. L'implant, il va finir par faire une infection, puis il va falloir l'enlever, tu sais. Puis encore là, un implant, c'est souvent un coût assez élevé à considérer parce que justement, c'est comme une fausse dent qu'on met dans la bouche, mais c'est tellement de mécanique à gérer, puis c'est tellement compliqué en tant que tel de la placer. C'est des professionnels, c'est des parodontistes, donc qui ont fait leur spécialité de parodontie, ou je pense les maxillos aussi peuvent faire ça. Donc, c'est vraiment ceux qui ont beaucoup de formation parce que c'est difficile de faire ça, tu sais. Donc, c'est pour ça que ça a des bons coûts à relier, mais comme tu dis, de pas en mettre une dent, ben une fausse dent, ça engendre des problèmes aussi, après, il y a de la résorption osseuse, ça mène à plusieurs affaires, puis les dents à côté, ben ils vont peut-être pas aimer ça, que le niveau de l'os, il baisse aussi, donc ça se peut qu'eux autres aussi aient des problèmes, puis tu sais, ça roule, puis c'est pour ça que c'est compliqué aussi. Il faut tout le temps passer au futur, mais que le patient, lui, il pense à maintenant, à l'argent qu'il a, à ses valeurs. C'est pas évident, là. Ouais, c'est ça, c'est toujours combattre l'investissement en date d'aujourd'hui pour le retour sur investissement de tes dents dans le futur. C'est la même chose avec une vieille auto, là. C'est de dire, faut changer telle partie, ça va te coûter 800$, mais si tu le fais en date d'aujourd'hui, peut-être que dans 3 ans, ben, tu t'écoperas un 2500 de réparation. C'est ça. Ouais, c'est intéressant. Puis ça, on le voit pas, là, autant en physio qu'en médecine dentaire. Tout cet aspect-là de vouloir... C'est du relationnel avec le patient, d'apporter ce qui est meilleur pour lui vendre ce plan de traitement-là, lui dire, clairement, ça, c'est la meilleure option, là. Mais ça coûte 5000. Ça, c'est la deuxième meilleure option. C'est comme 2700, mais c'est ce qui va être le plus optimal pour toi. Puis ça, vous l'abordez pas vraiment. On l'aborde, mais, tu sais, légèrement. Pas avec l'ampleur que ça va prendre dans nos vies plus tard. Tu sais, je trouve qu'on devrait le prendre beaucoup plus au sérieux par rapport à le nombre de fois qu'on va avoir à gérer des situations de même. Je pense que c'est assez courant, tu sais, pas nécessairement cette situation-là spécifique, mais de plein d'autres manières différentes qu'il faut gérer avec le patient, tu sais. Okay. C'est ça, oui. Puis derrière tout ça, puis là, j'y reviens maintenant, il y a beaucoup de prévention, comme tu as dit, parce que si justement, avec l'hygiène
l'hygiéniste dentaire, avec tout l'aspect préventif que tu peux faire pour ta santé dentaire. Donc, là, je connais pas tous les aspects, là, mais simplement le brossage, la soie dentaire, les suivis, les nettoyages biannuels. Tout ça va permettre de réduire les coûts long terme. Donc, il y a beaucoup de prévention. Définitivement. Puis ça, c'est peu fait. Puis c'est pour ça que j'étais aussi intéressé de t'en parler, parce que c'est peu fait en physio. Puis c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, parce que il y a tellement un potentiel de prévention, c'est tellement ancré dans votre pratique qu'il y a des dentistes qui viennent faire la promotion des brosses à dents avant l'Halloween à l'école primaire. On se fait taper sur les doigts à chaque fois si on n'a pas passé notre soie dentaire par le dentiste et l'hygiéniste. On fait des nettoyages on se brosse les dents quotidiennement. Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un deuxième passage? Mais ça permet de dépister avant même qu'il y ait eu, comme par exemple un dépistage de tout ton corps pour voir est-ce qu'il y a une articulation qui pourrait être sujette à se blesser plus tard. Mais ça, je trouve ça tellement intéressant parce que c'est pas ancré dans toutes les pratiques. En kinésiologie, beaucoup, parce que c'est la science de la réadaptation physique, de l'activité physique. Donc, c'est beaucoup de la promotion de la santé, puis prévenir des blessures ou des maladies cardiaques par des saines habitudes de vie. En nutrition, clairement aussi. Mais moi, je me questionne à savoir comment ça peut être appliqué dans un autre domaine, de dire, parce que tu me l'as dit dès le début, les 3e, 4e vont faire un portrait global. Est-ce que c'est toujours dans la prise en charge en médecine dentaire que, avant même de régler quoi que ce soit, avant même qu'il y ait un problème, la prise en charge du patient va se faire par une évaluation globale? Généralement, c'est ce qui devrait être fait. Ça dépend si le patient vient à ta clinique, par exemple, puis qu'il y a une douleur, il y a une urgence. Tu es à régler, tu vas pas commencer à faire une évaluation globale, tu vas pas commencer à tout regarder. Mais ce qu'on fait souvent au moment que l'hygiéniste fait le nettoyage, après le dentiste, il vient vérifier la bouche, il fait son examen, puis à ce moment-là, il peut dire, ben moi, je te propose, tu sais, ça, des affaires de même. Ou si le patient dit, il y a telle affaire qui me dérange, tu sais, il y a une dent que je trouve, je sais pas, que la couleur, elle me dérange, des affaires de même, tu sais, qui pourraient être pris en charge. Mais un gros examen, tu sais, invasif de même, je sais pas à quel point c'est fait. Mais encore là, je peux pas m'avancer parce que je l'ai pas fait, puis je l'ai pas connu. Mais je sais pas si c'est fait autant attentivement. Oui, mais c'est sûr que le coût est réduit là, avec les étudiants. Oui. OK, puis puis là, c'est une question encore, peut-être que c'est lancé dans l'air puis on n'a pas vraiment la réponse, mais est-ce que tu sais s'il y a peut-être eu des études ou si on le sait simplement parce que ça a été instauré depuis longtemps, qu'on a vu les retombées, pas financières, mais aussi sur la santé de vos patients, de toutes ces mesures-là ou de toutes ces pratiques-là, de simplement faire... Tu sais, pourquoi on fait un nettoyage 2 fois par année ou même 3 fois par année ou 1 fois par année? Toutes ces mesures-là préventives, est-ce que vous voyez les retombées long terme pour la population générale ou les patients? Niveau monétaire, je pourrais pas m'avancer, mais niveau des conditions qui peuvent émerger de ça, définitivement. Parce que avec la prévention, ça fait en sorte que les maladies qui peuvent dégénérer, qui peuvent commencer à partir de ça, il y aurait le temps de progresser. Tandis que si on fait un suivi régulier, ça se peut que la maladie n'ait pas le temps de commencer. Quand quelqu'un exactement pareil, qui ne viendrait pas voir un dentiste pour, par exemple, 5-7 ans, bien qu'il y aurait le temps d'avoir, par exemple, il ne se brosse pas super bien les dents, il ne passe pas sa soie, il y a du tartre qui s'accumule, bien ça peut maladie paro. Donc, les gencives vont commencer à moins aimer ça, les gencives vont s'inflammer, il peut y avoir de la perte osseuse. C'est le genre d'affaires que tu peux pas t'en revenir à l'arrière, tandis que si ça avait été pris en charge dès le début, bien c'est là qu'on peut pas revenir en arrière, mais on peut stabiliser ça pour pas que ça détériore. Puis encore là, on parle encore de coûts, bien les coûts vont pas se rendre autant que la personne qui a attendu 5-7 ans, que là, il y a une prise en charge complète à faire au niveau paro, que là, sinon, on aurait juste dit, ben tu sais, commence à passer ta soie dentaire pas vrai, parce que sinon, ça va dégénérer. Les coûts, c'est vraiment pas la même chose, tu sais. Tellement intéressant. Puis moi, c'est un peu une mission interne de faire ce que vous faites en médecine dentaire, en physiothérapie. Puis
le parallèle aussi avec l'hygiéniste dentaire, tu dis que c'est peut-être pas fait aussi précisément là, que comme vous le faites là, avec chaque dent invasif au niveau du portrait global puis les recommandations, mais ne serait-ce qu'un portrait global par l'hygiéniste ou l'assistante dentaire dans son dossier permettrait au dentiste de sauver du temps, de faire les bonnes recommandations, le plan, puis après pour le patient d'émettre sa décision là, avec un choix libre et éclairé de dire j'ai le portrait de ma situation, puis je vais investir dans ça, pas dans ça. Bref, si on faisait ça en physio avec les technologues en physiothérapie, avec des kinésiologues, des physiothérapeutes aussi, juste préventifs, des préventionnistes, ça existe, mais c'est plus des personnes qui étudient en santé publique. Je trouve que les retombées seraient là parce qu'il y a tellement de conditions. Par exemple, une blessure à l'épaule de surutilisation. Mais clairement, on aurait pu dépister il y a 2 ans qu'il y avait un débalancement, une certaine faiblesse. Il n'y a pas assez d'études pour prouver que est-ce que modifier ça pourrait prévenir les blessures, mais de mettre... de faire avancer la science ou la pratique dans cette voie-là, je trouve que ça serait vraiment intéressant. Puis faire des parallèles avec votre pratique, c'est très, très... c'est pas le terme que je veux utiliser, là, inspirant, mais ça m'amène à réfléchir. Tu sais, juste, tu dis, c'est pas forcément fait avec autant invasif, mais est-ce qu'une hygiéniste dentaire pourrait faire exactement ce que tu fais à la clinique dentaire? Peut-être, puis ça pourrait être un dépistage de prise en charge en soi, puis c'est pas le dentiste qui je veux pas dire perd son temps, là, mais utilise son temps pour le faire. Là. Ouais. Ça pourrait être intéressant. Mais bon, ça m'amène à réfléchir. Je vais changer un peu de sujet parce que là, autant on a parlé de ton parcours en médecine dentaire, puis tes ambitions dans le domaine, puis même des parallèles entre nos deux pratiques. Mais il y a aussi quelque chose qu'on a en commun, puis qui n'est pas forcément typique dans le domaine de la santé, puis je pense qu'il devrait nettement plus l'être. C'est la création de contenu. Les deux, je pense pour le plaisir, là, initialement, on a commencé à faire des vidéos de nos vies. Toi, tu le faisais il y a quand même quelques années, je pense même depuis le début de ta pratique. J'ai commencé en 2e année. Okay. Donc, ça fait 2 ans, ouais. Okay. Ouais. Puis, c'était quoi l'idée? Parce que c'était un peu ton quotidien, soit des tendances, peu importe, là, pour le plaisir de le faire. Mais est-ce qu'il y avait un but derrière tout ça ou c'était simplement pour le plaisir de le faire? Honnêtement, je dirais que c'est pour le plaisir. Okay. Autant, tu sais, au début, c'était pour le plaisir pour rendre ça un petit peu plus léger, tu sais. Okay. On filme des affaires, puis on rend ça plus attirant, tu sais. On montre le côté plus... pas esthétique qu'il peut avoir. Ben oui, puis des aspects que, tu sais, le monde ne va pas voir de nos études, que, tu sais, en montrant des vidéos de, tu sais, dans le laboratoire, des affaires de même que le monde, tu sais, vont pas voir sinon. Moi, j'ai un peu tout découvert votre pratique derrière, c'est ça. Soit les vidéos que tu as fait, même, je pense que tu as des collègues qui en font aussi. Oui. Là. Donc, voir l'intérieur de votre pratique, je trouvais ça quand même intéressant parce que nous, on n'a pas des labs autant sophistiqués. OK, donc c'est pour alléger un peu le fait de première année, 2e année, c'est lourd, là, juste étudier, puis ça change les idées, puis c'est pour le plaisir de le faire, sans but forcément. Derrière. Oui, okay. Pour l'instant, oui, mais tu sais, ça peut devenir n'importe quoi en fonction de le travail que je vais avoir plus tard, la clinique que je vais être. Si eux autres, ils aiment ça, mon contenu, ben peut-être qu'on va pouvoir l'intégrer à la clinique ou d'une certaine manière. Puis s'ils n'aiment pas ça, ben je vais peut-être juste garder ça d'un côté personnel, puis continuer à en faire sans que ça soit nécessairement lié. Mais pour l'instant, c'est vraiment pour le plaisir de le faire. Puis, tu sais, ça fait un point commun avec des amis aussi, avec le monde de, tu sais, rendre ça plus le fun les journées de clinique, tu sais, juste rajouter une petite affaire de spécial. Puis, tu sais, après, le monde sont contents, ça fait des souvenirs aussi pour quand on va graduer. Après, on regarde ça, puis, tu sais, des vidéos que tout le monde est dedans, ben c'est le fun. Ah non, clairement, ça fait des bons souvenirs, là. Ouais, moi aussi, il y a beaucoup de pourquoi je l'ai fait, c'est que éventuellement, on va pouvoir regarder sur ce qu'on faisait il y a plusieurs années. Puis il n'y avait pas forcément de but à moi non plus. C'était pour le plaisir de le faire.
Puis là, je réalise que ben, peut-être éventuellement dans la pratique, ben, ça peut te permettre de bâtir sur une clientèle, d'éduquer la population, faire Oui, de la définitivement. prévention, peu Ouais. importe. Puis c'est intéressant. Puis toi, c'est si cette porte-là arrive éventuellement, ben, tu vas peut-être la prendre de transiger ta page plus personnelle Ouais. à une page plus professionnelle. Ouais. T'as pas un désir d'être influenceuse? Ouais. Non, mais au niveau, comme tu dis, aspect éducationnel, ça, je trouve ça vraiment intéressant. Mhm. Pour l'instant, je sais pas si j'ai ma place dans... On dirait qu'en tant qu'étudiante, Oui. je suis moins... On dirait que je me sens moins à l'aise de commencer puis de dire, tu sais, d'instruire puis d'amener des affaires comme ça. Ouais. Mais je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est tellement une plateforme où est-ce qu'on peut apprendre des affaires sans rendre ça, tu sais, que le monde ait l'impression d'écouter un documentaire, tu sais, juste des faits qui peuvent tellement faire une différence dans leur vie. Je trouve Ouais. ça vraiment intéressant. Pour l'instant, c'est ça. Je sais pas si... Je saurais pas comment amener ça, mais peut-être le moment que je gradue, ça va plus être... Ça va plus s'en venir sur... Je sais pas. Ouais, mais c'est ça, c'est rendre le tout plus ludique pour Oui. peu importe. Puis Ouais. je veux pas, derrière le contenu, ce que je réalise, c'est que ben, faut que tu amènes quelque chose à l'auditeur. Soit tu le fais rire, soit tu l'éduques ou peu importe pour que ça lui donne le goût Ouais. de t'écouter. Là. Parce que sinon, on est qui pour dire que notre voix est plus importante qu'une autre? Là? Il y a rien de ça. Faut donner à la personne. Là, parce que puis j'en parlais aussi avec un autre créateur de contenu. On vit dans un monde assez égoïste. Veux pas, on est tous centrés sur ce qu'on fait. On a tous nos choix de carrière, nos choix de pratique, notre cercle, peu importe. On se concentre. Puis quand tu crées du contenu, tu réalises que les gens, peu importe, s'intéressent pas forcément. Tu sais, ils vont pas juger ou peu importe. Ils vont pas s'intéresser à ce que tu fais, à moins que tu leur apportes quelque chose. Donc les vidéos qui vont plus soit prendre, mais c'est soit que c'était drôle ou c'était situationnel, mais si c'est trop axé sur Oui, moi, vraiment. Ouais. t'amènes pas grand-chose à la personne parce que, ben, c'est pas comme si on avait un gros vécu qui nous était arrivé plein de choses puis que Ouais, les gens vraiment. s'intéressent à l'autre Vraiment. personne. Là. C'est dark un peu de le voir comme ça, mais c'est un peu comme ça que je réalise que, ben, peut-être transitionner la page vers du contenu plus éducatif pour la population, ça pourrait être intéressant. Mais toi, tu as bâti cette page-là pour le plaisir de le faire, puis peut-être qu'éventuellement, tu as un désir de transiger, mais pour le moment, tu te dis peut-être pas assez outillé pour te prononcer. Mhm. Moi, c'est ça, j'ai un peu... Oui. Je marche des fois sur des œufs de dire ben, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux pas dire, parce Ouais. que on n'est pas encore physio ou médecin, puis Ouais. on n'est pas encore assez outillé pour faire certains conseils. Là. Mhm. C'est dire à tout le monde, tu sais, faire une joke sur se brosser les dents ou la soie dentaire, ben, clairement ça peut passer. Là. Oui. Mais après dire telle recommandation plus C'est ça. précise, C'est ça. c'est pointu. Là. Avez-vous un ordre des Oui. médecins? Ok. Oui. Puis est-ce que il y a beaucoup de réglementation sur ce que tu peux te prononcer ou pas? Je sais pas. Je Ouais, pourrais c'est pas ça. m'avancer là-dessus. C'est l'Ordre des dentistes du Québec. Je sais pas. Je sais pas. Je pourrais pas Ouais, m'avancer. c'est ça, les... Ouais. Tout, parce que nous, c'est ça, l'ordre des physios, c'est l'ordre des dentistes, je pense que c'est un peu le même principe. C'est tant que tu te prononces pas sur un conseil d'un 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 dentiste ou d'un physio, des recommandations professionnelles, il n'y a rien de mal. Parce que Ouais. quelqu'un qui est pas dentiste, quelqu'un qui est pas physio, peut faire une recommandation sur la santé physique Oui. ou la santé dentaire sans que ce soit illégal. Là. Oui. Mais C'est après, ça. une fois que tu tombes dans l'ordre, tout ce Ouais. que tu peux dire est analysé. C'est ça. Je pense Oui, pas oui. qu'il y ait chaque chose, mais Oui. par exemple, si je dis des choses absolument outrées dans le podcast, mais ça pourrait aller à l'encontre de l'ordre éventuellement. Là, Ouais. donc, il faut faire attention. Là. OK, très intéressant. Euh, donc, on a parlé un peu de tout ton parcours, la création de contenu, puis ça m'amènerait au segment, le premier segment du podcast, c'est on parle souvent de ce qui est positif. On a parlé de soit des craintes peut-être vers l'entrée du marché du travail, des craintes de est-ce qu'on est assez outillé, etc. Mais souvent, on met,
par exemple, dans le contenu, ce qui est positif pour alléger, ça va bien, etc. Mais on s'entend qu'il y a soit un parcours en santé, un parcours en entrepreneuriat, un parcours dans, dans le domaine professionnel ou même à l'université. C'est pas toujours facile. Mhm. Donc, c'est le segment claque d'en face où on parle beaucoup de ce qui va bien. C'est super, t'es à ta dernière année, ça va bien, tu vas graduer, t'aimes ce que tu fais. Mais est-ce qu'il y a un moment dans ton parcours ou dans les dernières années où tu as soit remis en question tes choix, ta personne même, ou tu as été confronté à une situation où c'était vraiment une claque d'en face, où tu savais pas quoi faire? Mhm. Dans le fond, moi, je suis arrivée à Québec en 2021, en Ouais, août 2021. Donc, quand j'ai commencé mon, ouais, mon programme. Puis, je déménageais de chez mes parents. J'arrivais dans une nouvelle ville. Je connaissais pas mal personne. Puis là, on commençait, puis on était encore en semi-COVID. Donc, c'est ça, c'était la pandémie. Là. C'est ça. Ouais. Donc, nous, dans le fond, c'était 2 jours complets aux 2 semaines qu'on allait à l'école. Ouais. Mais sinon, le reste du temps, c'était tout seul chez nous, puis on s'arrangeait, tu sais. Mhm. Ça, je dirais que c'est une bonne claque d'en face d'arriver dans une nouvelle ville, tu connais personne, tu vas à l'école 2 jours ouais. par semaine. Tu sais, c'était difficile, puis la transition entre le cégep et l'université, c'était pas quelque chose que je m'attendais à ce qu'il soit autant difficile de mon côté. Oui, oui. Méchante claque, C'était, là, ouais. ouais, c'était une bonne claque. C'était vraiment... ouais, je m'attendais pas à ça. Puis je me rappelle, en plus, aux intégrations, j'avais parlé à une fille qui, elle, était en 2e année, moi, j'étais en première, puis j'avais dit, tu sais, c'est-tu vraiment si pire que ça comparé au cégep? Puis elle m'avait dit, ouais, tu sais, c'est quand même pire. Puis là, dans ma tête, je me disais, ah, ben, tu sais, c'est juste qu'elle est poche ou genre, tu sais, c'est que vraiment assez difficile. Puis finalement, au bout de quelques semaines, je me suis dit, ouais, finalement, c'est juste vraiment plus dur. Tu sais, c'est pas... c'est quelque chose, là. Ouais. Ah, Ouais. je vois. J'aime que t'aies peut-être été dans le jugement de la fille de est-ce Oui, qu'elle parce était que juste poche. je me demandais vraiment, je me disais, mais c'est-tu vraiment, tu sais, c'est-tu vraiment plus dur? Puis finalement, je me suis dit, voyons, c'est moi qui étais poche, là, tu sais, d'avoir eu ce préjugé-là, puis finalement de me dire, ben, non, c'est dur. Elle avait bien raison, c'est vraiment plus dur que le Ah oui. cégep, tu sais, c'est... Puis la plus grosse claque d'en face, ben, c'est sûr, c'est la pandémie aussi. Là. Oui. Il y en a que c'était leur 62-63 en pandémie, mais les premières années universitaires, c'est assez difficile de Ouais. connecter avec ta cohorte. Je sais pas si... tu sais, nous, c'est vraiment la deuxième, troisième année, même troisième année où on apprenait plus à se connaître parce que ben, c'était toujours des Zooms. Hey, on a fait des parties Zoom. Bref, la simple claque d'en face COVID était déjà assez de rentrer Ouais. dans le milieu universitaire, de Oui. sortir de ta ville. Je Ouais. comprends. Ouais. Mais OK, très intéressant. Puis là, dans ta prochaine année à l'université, c'est ta dernière. Est-ce que tu as le goût de... Tu sais, parce que la première année, la deuxième année, il faut tout apprendre. Après, tu commences la pratique clinique. Est-ce que tu as le goût d'un peu plus profiter de ton parcours universitaire cette année ou vraiment tu as le goût de clencher, finir, être la meilleure dentiste possible, puis entrer sur le marché du travail à pleines dents, puis d'attaque pour être Mhm. prête, là? Idéalement, j'aurais le temps d'en profiter, Ouais. mais la dernière, ben, la session qui s'en vient, là, c'est la session, dans le fond, c'est avant nous, l'examen de l'ordre, l'examen, c'est le BNED qu'on appelle. C'est Ok. le board, dans le fond. C'est l'examen pour être dentiste au Canada. C'est régi par le fédéral. C'est pas Ouais, un ordre du c'est Québec, là. canadien, c'est ça, Ok, c'est ça. wow. Puis ça, c'est en mars. Ok. Donc, la session d'automne, c'est vraiment genre les derniers cours pour te mettre dans le bain, tu sais, pour vraiment... T'as encore des cours, là. J'ai encore plus beaucoup de cours, c'est juste ça. clinique. C'est ça. Puis à partir de la session d'hiver, là, c'est pas mal juste clinique, puis c'est le temps d'étudier. Donc, ton temps que t'es pas en clinique, t'étudies, puis après, t'as ton examen en mars. Donc, tu sais, je pense que surtout que je veux utiliser ce temps-là pour me préparer de la session qui s'en vient. Je veux vraiment prendre ça au sérieux parce que je peux encore apprendre des affaires ou consolider de l'information qui pourrait m'être vraiment utile pour l'examen qui s'en vient. Je pense que ça va être une bonne session intense en études. Ouais, c'est ça. T'as le goût d'en profiter, mais ça va vraiment passer très, très, très Ouais. rapidement. Oui. OK, wow. Ben, honnêtement, c'est un peu ça avec tous mes invités, malheureusement. Mais
on a parlé de tellement de choses, puis je pense qu'on aurait pu divaguer, mais je pense vraiment qu'on a un bon portrait, puis je suis très excité pour ta suite, puis le début de ta pratique, là. Mais pour un peu conclure le tout, j'aime ça, parce que là, on vient aussi de sortir du segment plus négatif, mais dans tes dernières années, puis surtout, il risque d'avoir des gens en médecine dentaire là, ou des futurs dentistes ou des gens qui veulent peut-être rentrer dans la pratique, des gens qui vont rentrer à l'université, des gens qui vont entrer sur le marché du travail. Là. Je veux pas, soit tu t'apprêtes à faire ça, mais tu as aussi un gros parcours en médecine dentaire. Si tu avais un conseil ou des conseils à donner aux gens, soit qui sont dans la même situation que toi, soit des gens qui vont l'être, qu'est-ce que tu aurais voulu savoir ou voulu avoir comme conseil dès le début? Là? Je dirais de bien s'entourer. Ouais. Je pense que autant au niveau personnel, dans le sens, tu sais, avoir des amis, ben, évidemment, ça te mène à quelque chose, mais autant avoir des amis dans le programme qui peuvent te soutenir, puis que vous pouvez étudier ensemble, puis que vous pouvez vous poser des questions. Je pense que c'est quelque chose que, pendant ma première année, j'ai pris un peu pas assez au sérieux, puis que quand dans le fond, les mesures de COVID ont diminué, puis qu'on a commencé à plus être en présentiel, c'est là que je me suis plus fait des amis. Je suis rasée. Ça fait vraiment une grosse différence, tu sais, d'avoir du monde autour de toi qui te supporte dans un programme difficile ou n'importe quel programme, que vous vivez la même chose, tu sais, à tous les jours. Puis vraiment, là, si j'avais à recommencer, là, je m'entourerais dès le début, j'essaierais de me faire des amis plus rapidement, tu sais, de vraiment faire des bons liens, parce que ça fait vraiment une grosse différence là, dans ton parcours. Ouais. Tellement, là. Puis on peut faire des parallèles dans tous les domaines. Là. Même chose, autant en santé, bien s'entourer, autant aussi dans le domaine des affaires pour les futurs partenaires, les gens avec qui tu veux collaborer. Si tu veux entrer dans une clinique aussi ou un milieu de travail différent, par exemple une clinique de physio, une clinique de dentiste, peu importe. Ben, savoir aussi avec qui tu as des affinités, tes forces, tes faiblesses pour bien collaborer puis être bien entouré pour faire ces choix-là. C'est un super bon conseil. Je pense que c'est la première qui en parle. Souvent, vu que c'est plus dans le domaine des affaires, ben, c'est de prendre action, de se lancer. Mais là, je trouve que c'est un super bon conseil de juste faire attention aussi avec qui tu t'entoures. Puis de pas prendre ça à la légère, de t'entourer, parce que surtout en pandémie, puis surtout en début de pratique, c'est difficile de faire des gros choix quand tu peux pas en parler à d'autres. Là. Oui, vraiment, oui. Ouais, ben merci beaucoup de t'être prêté au jeu de la pause active. Merci à toi. Ça a été super intéressant. C'est un épisode, comme je dis, vraiment différent parce que j'ai le goût d'avoir beaucoup de personnes en entrepreneuriat, mais aussi dans le domaine de la santé, des personnes dans des domaines aussi différents pour faire des parallèles entre les différentes pratiques, parce que le domaine de la santé, ben, c'est toute une grosse machine qui fonctionne pas toujours de manière optimale, puis il y a plein de praticiens qui se parlent pas toujours assez. Donc, merci beaucoup d'être venu. Puis, je te souhaite tout le succès dans ta prochaine année, ta dernière année. Là. Merci beaucoup à toi aussi. Succès dans ta future carrière. Ben, merci. À bientôt. Merci.